Alors bonjour Daniel, merci beaucoup de nous accueillir. Comme je te l'ai mentionné, on va parler de toi, mais ta vision de ce que c'est l'entrepreneuriat. Comme tu es une personne aujourd'hui qui dégage beaucoup d'esprit d'entreprendre, donc j'ai besoin pour nos étudiants d'avoir un message clair de ta part et c'est pour ça qu'on va te poser plusieurs questions. Bonjour Claude, merci. Très bien. Alors la première question que j'aimerais te poser, c'est de savoir si on a vraiment besoin d'argent quand on démarre une entreprise. Je te dirais que non. Dans mon cas à moi, du moins, je me prends comme exemple, c'est pour ça que je me permets de dire non. Dans mon cas à moi, je n'avais pas d'argent, mais j'avais le goût d'entreprendre. Et je pense que ça m'a permis justement de passer par toutes les défis et les difficultés que peut rencontrer un entrepreneur au cours de sa vie d'entrepreneur, hein, parce que ça peut être au début, ça peut être au milieu, ça peut être vers la fin même. Ça dépend des moments et de la croissance de l'entreprise. Mais moi, je l'ai vécu au début et je l'ai vécu aussi à plusieurs reprises. Et je me dis que non, absolument pas. Ça prend peut-être du love money, ça peut prendre des amis qui croient en toi, ça peut prendre une façon toi-même de commencer à commercialiser un peu ce fameux produit pour lequel tu es complètement certain du succès. Et ça peut prendre aussi un plan bien fait qui te permettra aussi d'avoir peut-être la confiance d'une banque, d'un CLD, d'un organisme quelconque ou d'avoir accès à un programme quelconque parce que tu peux aussi être dans le domaine, par exemple, de l'environnement et il y a aujourd'hui des subventions et des programmes qui facilitent les choses. Alors voilà. Alors beaucoup se posent la question, Daniel, si effectivement on doit toujours avoir une certaine réflexion avant de passer à l'action quand on est un entrepreneur. Je dirais que ça prend les deux, mais l'entrepreneur de nature est quelqu'un qui est impulsif, hein, et on y croit, on veut passer à l'action. Nous sommes des doers, entre guillemets, et ce que je dirais, c'est que ça prend les deux. Pour un bel équilibre, ça prendrait, oui, d'avoir la conviction que je comprends mon marché, que j'ai défini ma cible ou mes cibles, hein, parce qu'il faut y aller quand même par priorité, on ne peut pas les attaquer toutes, enfin, pas en ce qui me concerne. Et d'un autre côté, c'est de réfléchir à son financement, à son positionnement et aux outils dont je vais avoir besoin et avec quoi je vais devoir m'entourer pour réussir ce projet-là. Donc oui, ça prend une réflexion définitivement, mais oui, il faut passer à l'action. Donc on peut passer à l'action à partir d'une base et évoluer avec cette action parce qu'aujourd'hui, tout est en évolution rapide. Donc, ne pas passer son temps, en fin de compte, à faire que de la programmation, mais il faut la tester quelque part. Et c'est important qu'un entrepreneur fasse ses propres, je dirais, essais, tests-erreurs, vous voyez, c'est important. Bien souvent, Daniel, on parle de facteur chance, que les entrepreneurs qui ont réussi ont eu dans leur démarrage, je parle surtout au démarrage d'entreprise, un facteur chance. Rencontre d'un client potentiel, d'un employé idéal, d'une rencontre ou quoi que ce soit. Crois-tu donc à la chance pour réussir en affaires? Si j'y crois, je dirais qu'elle peut faire une partie sine qua non de notre parcours, mais est-ce que c'est la chance et seulement la chance? Absolument pas. Non, ça prend du travail, vraiment beaucoup de persévérance, beaucoup de détermination et une des particularités pour l'entrepreneur, c'est la confiance en soi. Vraiment. La confiance en soi. Si on est capable de percevoir que, en fin de compte, tout est une opportunité. Moi, j'aime voir les choses comme ça en affaires. Je me dis, il y a une ouverture, il y a une opportunité à chaque pas. Il faut savoir la déterminer, la définir, la prendre ou la laisser. Parce qu'il y a des opportunités qui passent, mais qui ne sont pas pour toi. Mais tu les reconnais. Et la force d'un entrepreneur, c'est de voir des opportunités dans pas mal de choses. Alors, on peut appeler ça de la chance, mais peut-être que je dirais écouter son intuition. Exactement. L'intuition est toujours aussi importante. Ah, totalement, totalement. Alors, souvent, on parle d'un modèle d'entrepreneur. Est-ce que tu penses, Daniel, qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs? Je pense qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Je veux bien y penser que oui. Il y a des entrepreneurs qui sont plus, comment dirais-je, plus téméraires.
Il y a des entrepreneurs qui sont plus réfléchis et il n'y a pas de meilleur ou de pire, c'est des traits de caractère. Et être un entrepreneur, de toute façon, il faut être un peu fou. Hein? Il faut un peu être téméraire, il faut aussi avoir de la réflexion. Donc je dirais que c'est des beaux mélanges souvent. Non, il n'y a pas un seul type. Il y a différents types d'entrepreneurs qui, en bout de ligne, vont quand même réussir à faire des choses extraordinaires, mais qui leur correspondent. Et je crois que c'est ça la clé. La clé, c'est de ne pas mettre l'entrepreneur dans un carcan et de dire, si tu es comme ça, tu es un entrepreneur. Puis si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas un entrepreneur. C'est faux. On tue peut-être quelques Mozart en disant ça. Complètement. Il faut laisser libre à l'être. Hein? Et d'être un entrepreneur, c'est quoi en bout de ligne? On peut le définir aussi. Être un entrepreneur, c'est, je l'ai dit tantôt, avoir et prendre le goût du risque. Okay? C'est d'avoir aussi une créativité, c'est d'être prêt à faire beaucoup de sacrifices. C'est aussi d'être conscient des conséquences que l'on a sur soi, mais sur la société aussi. C'est important ça, de plus en plus. L'environnement, la famille, est-ce que ce que je vais faire va apporter du bon ou du pas bon? En ce qui me concerne, si j'ai un appel à faire aux entrepreneurs en devenir, ou même aux entrepreneurs qui le sont aujourd'hui, c'est de réfléchir peut-être de plus en plus aux conséquences de leurs inventions ou de leur désir d'être dans l'entreprise. C'est important ça. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des moins jeunes, des moins vieux. Est-ce qu'on peut entreprendre à tout âge? Absolument. Oh que oui. Et mon Dieu que oui. Je vous dirais que il n'y a pas d'âge pour entreprendre. C'est comme si tu me disais, être créatif, est-ce que ça a un âge? Être téméraire, est-ce que de vouloir participer personnellement à la création de quelque chose qui te tient à cœur, qui va faire que tu vibres, que tu vis? Mais on peut vibrer à 60 ans, on peut vibrer à 70 ans. D'ailleurs, j'ai des cas, moi, de gens qui m'écrivent de plus en plus. Je reçois des lettres, des courriels, même sur Facebook, où il y a des femmes, des hommes qui ont 66 ans. J'ai un cas qui me vient comme ça. La dame a 66 ans. Elle vient de se partir en affaires d'un rêve qu'elle a toujours gardé. Et je vais me permettre de le dire, d'avoir lu mon livre, d'être venue me voir dans mes conférences, lui a dit, mais pourquoi pas? C'est quoi le pire qui puisse m'arriver, à part de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire et que je n'ai jamais osé faire? Donc c'est comme l'amour, on peut aimer à tout âge. Mais absolument. Mais c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est vivre, c'est s'accomplir, mais de différentes façons. Absolument. Alors souvent, on parle de risque en entrepreneuriat. Quelle serait, toi, ta définition ou ton explication de dire les entrepreneurs prennent-ils des risques, plus de risques, des risques calculés ou moins de risques que les autres? Mais écoute, je commencerai par te dire que la vie au complet, quand tu veux vivre, ça pourrait être un défi quotidien. Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler un risque, mais juste de vivre peut comporter son taux de risque ou de défi ou d'obstacle. Alors voilà, donc être entrepreneur, ça fait partie de la même chose. Encore maintenant, si on le ramène à soi, il y a des gens qui vont vivre un train-train de vie complètement en marge de tout risque. Et puis, c'est le dodo, on va travailler, on revient, on ne bouge pas trop. Ah, ça va mal dans ce coin de monde, ben on n'y va pas. C'est tout juste si on prend la voiture parce qu'on risque de se faire rentrer dedans. Alors, c'est la tolérance personnelle, c'est très relatif. C'est la tolérance personnelle à certains risques ou à certains défis. Alors, dans l'entrepreneuriat, je dirais que si un individu sait qu'il ou elle est prêt à tout perdre, au nom de ce rêve, hein, parce que c'est ça, c'est un rêve, eh bien, soit-il, ainsi soit-il, mais si la personne a une tolérance modérée, eh bien, elle va agir en conséquence de la tolérance modérée. Et si quelqu'un a une tolérance très basse, il ou elle va agir dans ces conséquences-là. Donc, d'essayer de cadrer encore une fois en disant que d'être un entrepreneur, c'est d'aimer le risque, oui, mais l'aimer le risque
de façon personnalisée, de façon très vraiment relative. Et on a déjà vu même des entrepreneurs à qui on disait c'est impossible, ça ne marchera pas, Complètement. y aller quand même Mais et réussir. Moi, j'en suis la preuve. On m'a jamais dit « Oh mon Dieu, Daniel, c'est facile, c'est la voie à suivre. » Au contraire, je ne sais pas ce qui m'arrive aussi, hein, mais ça c'est moi. J'aime les sentiers non utilisés parce que je me dis comment veux-tu, en fin de compte, véritablement avoir un impact. D'abord, moi, j'aime découvrir. Je suis une curieuse de nature et j'aime toucher, en fin de compte, titiller là où les gens n'osent pas parce que ça ne se fait pas. Mais qui a déterminé que ça ne se faisait pas? À part si moi j'essaye de le faire. Et tiens, quelle merveille si jamais ça marche. Oui, ça a été compliqué, complexe. Oui, je ne me suis pas attiré des amis. Non, je n'ai pas été... oh mon Dieu, glorifié partout. Au contraire, parce que je suis une pionnière, parce que je suis une visionnaire. Mais ça, c'est moi. Alors, il y en a d'autres qui vont suivre peut-être le sillage de gens comme moi, parce qu'ils ne veulent pas prendre trop de risques. Donc, c'est le côté un petit peu aventurier complètement. De l'entrepreneur. Mais complètement. On part à l'aventure. Mais on part à l'aventure. On part. On sait qu'il y a un chemin, on veut le prendre. Et si le chemin ne se voit pas bien, ben on va prendre ce qu'il faut pour faire un chemin. C'est ça. Oui, c'est ça. On se pose toujours la question, est-ce que les entrepreneurs peuvent réussir seuls? Un entrepreneur, généralement, démarre seul. Je dis bien généralement, parce que des fois on démarre à 2, des fois à 3, mais généralement, dans la moyenne, on démarre seul. Mais pour avancer, pour grandir, tu n'es plus seul, tu ne dois pas être seul. En fin de compte, tu n'es pas seul à partir du moment où tu commences à avoir des clients, des fournisseurs. Puis ensuite, ça te prend des collègues, des employés, des dirigeants. Alors voilà, donc un entrepreneur, non, ne peut pas être seul pour réussir. On ne réussit pas à faire les choses seul. On doit comprendre que c'est à travers une équipe, avec une équipe, à laquelle on insuffle une sorte de vision, mais en même temps une mission. Pour être capable d'aller dans la bonne direction, on doit savoir être un leader. Et ça, c'est quelque chose de pas facile, surtout lorsqu'on est, je dirais, un entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, il entreprend seul. Il a son idée, il a sa façon de faire, il est sûr que c'est dans cette direction. Et à partir du moment où on a un tant soit peu un encadrement, il faut s'arrêter, il faut expliquer, il faut transmettre et partager la vision, la mission. Et c'est cette explication, quelquefois, qui est difficile parce qu'on a l'habitude de faire. À notre façon. À notre façon. Puis on prend nos trucs et on court. Mais là, il faut que les gens comprennent où est-ce qu'on les emmène pour être capable de nous accompagner correctement. Et c'est cette partie qui n'est pas facile, surtout... C'est comme disséquer notre tout, parce que quand on démarre, c'est un tout. Alors c'est facile. Tout à fait. Mais après, il faut qu'on essaye d'atomiser un petit peu les parties de ce tout. Et apprendre à déléguer. Ça, c'est aussi très difficile. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu où on prend des décisions rapides. Parce que souvent, on n'a pas le choix. Hein, c'est pas à s'éterniser sur un défi, c'est de trouver une solution. Et ça, c'est justement notre grande force. Et on est prêt à partir. Mais quand et lorsqu'on a une équipe, tu peux plus faire ça. Il faut que tu te rassoies et que tu expliques la raison qui fait que tu veux partir dans cette direction au lieu de l'autre. Et il faut que cette équipe t'encourage, veuille t'accompagner, te challenge aussi. Parce que c'est ça la beauté d'une équipe, c'est que peut-être on n'a pas raison. Alors tu as utilisé le mot leader. Est-ce que tu crois que le leadership, ça peut se travailler quand même si on ne l'a pas spécifiquement au début? Complètement. Il faut vouloir. Il faut vraiment vouloir. Quand on ne veut pas ou quand on ne sait pas ou quand on ne peut pas, c'est que souvent dans notre chemin, il y a ce que j'appelle l'ego.
Et l'ego est un très mauvais conseiller. Quelquefois, il est bon, hein, parce que ça prend... Absolument, ça prend de l'ego pour pouvoir réussir aussi. Hein, c'est ça qui nous mène. Mais il faut savoir le doser. Le maîtriser. Il ne faut pas qu'il devienne le maître. C'est un peu comme l'argent. Hein. Je ne sais pas si on va en parler, mais il ne faut pas que ça devienne le maître. Il faut que tu sois capable de dire c'est plus ton moment là. C'est le mien, mais celui des autres aussi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est être un leader, ça s'apprend, oui. À partir du moment où on prend conscience que tu ne peux plus avancer seul. Tu ne peux pas évoluer seul. C'est en partageant, c'est avec une équipe qu'on peut réellement grandir. De bâtir cette fameuse équipe. Absolument. Bâtir, tu ne bâtis pas seul. Tu bâtis avec une équipe. Il faut en fin de compte que l'entrepreneur qui a démarré seul apprenne à céder la place, apprenne à faire voir les choses, à devenir un excellent coach, un mentor. Mais il faut aimer ça. Il faut aimer passer son savoir à quelqu'un d'autre. Et ça se fait au fur des années, hein. Ça s'apprend avec le temps. Je l'ai pas été de nature, je l'ai appris. Parce que lorsqu'il fallait mettre du pain sur la table, il fallait que j'agisse et que je réagisse rapidement. Mais dès qu'il a commencé à y avoir 4, 5 employés, j'ai eu à me rendre compte que je ne peux plus fonctionner comme ça. Il faut que j'explique. Et mon Dieu que c'est dérangeant, quelqu'un qui te dit « Oui, mais pourquoi ?» Parce que tu t'es jamais fait challenger comme ça. Voilà. Les entrepreneurs, nous avons entre guillemets la cote en ce moment. Oui. Et ça, c'est mondial. Bon. Oui. Est-ce que nous sommes des gens exceptionnels ou pas? Je ne pense pas que nous soyons des gens exceptionnels. Je pense que nous accomplissons des choses exceptionnelles. Je crois qu'un entrepreneur est comme tout le monde, mais qu'il a, justement, déterminé, je le disais tantôt, une volonté, une persévérance, une résilience, un travail acharné pour faire d'un rêve une réalité. Et souvent, l'accomplissement de tout ce travail, parce que ce sont des gens, je peux dire oui, exceptionnels, du fait qu'ils se permettent de travailler 80 heures par semaine. J'en connais pas beaucoup, moi, qui vont vouloir passer par là. Mais la résultante de cela, c'est exceptionnel. Pas juste parce que c'est un succès ou pas, c'est juste ce trajet-là, juste le trajet de cet humain, sur le plan humain, d'avoir juste d'un rêve, d'une idée, avoir eu le goût de passer au travers de tous ces défis, de tous ces obstacles, de toutes ces remises en question, ça, c'est exceptionnel. Cette consistance, cette résilience et cette confiance en soi, ça, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que je me dis, mon Dieu, vous disiez tantôt, on a la cote, il est grand temps. Et je ne sais même pas si on l'a assez. Parce que je crois qu'on est reconnu ou qu'on commence à être mieux compris. Hein, parce que c'était la bébête, hein, la petite bibite. Mais qu'aujourd'hui, on est mieux compris. Est-ce qu'on est encore reconnu au niveau dans lequel on devrait l'être? Je ne crois pas, non. Pas encore. Parce que ce soit une toute petite entreprise qui emploie 2 personnes, ou 5, ou 50, ou 100, mais Seigneur, c'est une création d'emploi, une création de richesse. Et en plus, je dirais que c'est cet amalgame d'idées qui se croisent, qui se décroisent. Avec d'autres. Mais absolument. Et c'est ça qui fait la véritable richesse. C'est ça l'exceptionnel. Une autre question aussi que beaucoup de gens se posent pour savoir s'ils vont démarrer peut-être une entreprise, faut-il avoir une idée exceptionnelle? Ça aussi, c'est une... Moi, je dirais que non. Regardez, j'ai commencé avec quelque chose de très simple. Ce n'est pas une invention hors du commun. C'est un gant d'exfoliation. Je dirais que non. Je dirais qu'on peut démarrer avec une idée qui se respecte. Et je l'ai mentionné aussi à plusieurs reprises.
probablement une idée qui va servir, qui va être en respect de notre environnement, mais des gens aussi. Je pense que je suis vraiment fatiguée de voir des produits, des idées qui n'ont aucun respect de l'humain, qui n'ont aucun respect de l'éthique professionnelle, qui n'ont aucun respect de notre environnement, de nos ressources naturelles. Ça, c'est pas correct. Alors, je dirais que on peut partir de n'importe quelle idée, aussi simple soit-il, mais de garder en tête que pour que ce soit un succès, une réussite, et qu'on ait un respect de soi et des autres, si je me prends comme exemple avec le produit que j'ai mis sur le marché, qui d'ailleurs a été le démarrage des entreprises Daniel Henkel, le Grand Renaissance, eh bien, je me suis attardée à la qualité de la fibre, à son originalité, à son naturel, mais en même temps à son résultat. Le résultat qui devait être donné à la personne qui allait l'utiliser devait être exceptionnel, devait être, pour moi, santé et beauté. Et c'est ce que ça a fait. Donc c'est presque l'ADN de l'idée qui est plus important que ce soit très original ou exceptionnel. Absolument. Daniel, on a parlé que être entrepreneur, c'est beaucoup plus un esprit qu'un savoir-faire. Oui. Est-ce qu'on peut développer cet esprit entrepreneurial? Le développer, l'esprit entrepreneurial? Chez chaque personne. Personnellement, je dirais que non. Je dirais que tu es... comment l'expliquer? Je crois que être entrepreneur, même si je vais me prendre comme cas dans mon vécu, j'ai travaillé longtemps pour d'autres personnes et des sociétés différentes, dans des domaines différents. Mais j'ai travaillé avec un esprit entrepreneurial, un esprit d'entrepreneur. Tu étais une intrapreneur de nature. Complètement. Mais je l'ai découvert parce que ce que je faisais, pour moi, était tout à fait normal, puisque c'était ma façon d'être. Mais c'est tranquillement, avec le temps, mais aussi avec certaines de mes, je dirais, de mes patrons, qui ont commencé à se poser même des questions parce que j'allais toujours au-delà du requis. Et là, lorsqu'on me présentait une problématique, j'arrivais toujours avec une solution. Et qu'elle soit démesurée, biscornue, non conventionnelle. Et c'est de là où je parle de l'entrepreneur, c'est parce qu'on n'est pas dans le conventionnel, justement. C'est ça l'entrepreneur. C'est que l'entrepreneur va trouver des solutions où les gens ne la verront pas. D'autres chemins, comme on disait tout à l'heure. Tout à fait. Et avec le temps, j'ai compris que, en bout de ligne, en ayant appris certaines choses, en ayant vécu des expériences, en remerciant en fin de compte la vie de m'avoir fait passer par tout cela, j'ai compris que j'étais prête à voler de mes propres ailes. Mais donc tu as eu peut-être des employeurs qui t'ont permis aussi de t'exprimer, parce que aussi on pourrait brimer cet esprit d'entrepreneur. Complètement. On pourrait écraser cette petite graine. Complètement. Mais il fallait me connaître de mon temps aussi. Pour avoir l'espace aussi, Disons que ça aurait été difficile de me brimer. Oui, mais... Tu as beaucoup de témoignages actuellement de gens qui t'ont dit « Madame, vous me stimulez. Oui, m'inspirez. Vous m'inspirez, vous me titillez mon esprit. » Complètement. Donc c'est un petit peu aussi une façon de peut-être développer leur esprit d'entreprendre, que tu es un témoin, que tu as une façon d'exemple, entre guillemets. Complètement. Et vous savez où ça commence? Donc on a un rôle à jouer là-dessus. On a un rôle énorme à jouer. On a un rôle qu'on ne doit jamais minimiser. C'est un autre exemple vécu il n'y a pas si longtemps. Mon adjointe exécutive, que j'ai eue à mes côtés pendant 1 an et demi, eh bien, a développé son envie de se partir en affaires. Et elle me dit, écoutez, c'est difficile à vos côtés de ne pas avoir ce goût. Et je l'ai encouragée. Elle vient de partir sa petite entreprise pour devenir une assistante personnelle. Et je trouve ça extraordinaire. Et je lui ai dit, c'est pas important que tu y arrives ou non. Ce qui est important, c'est que tu aies le goût de le faire. Tu vas apprendre dans cette voie-là. Et ça se peut que tu réussisses. Ça se peut que ça prenne un peu de temps parce que tu vas aller chercher d'autres outils. Mais bravo!
Bravo de ne pas te poser la question encore en te disant « oui, mais… » Alors, absolument. Et ça commence, vous savez où? Ça commence tout petit. Ça commence avec les parents. Ça commence quand les parents disent à leur enfant de ne pas leur imposer ce que nous, on a envie, mais de laisser l'enfant nous parler de ses rêves, de ses joies, de ce qu'il aimerait faire ou pas faire, de l'accompagner dans cela. Et on va découvrir des enfants qui vont cheminer, mais avec une vitesse, une productivité, une joie de vivre extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes dans le imposer. J'impose des choses. Je fais faire des 3, 4, 5 sports à mon enfant. Pourquoi? Je lui dis, mais non, tu ne peux pas devenir danseur de ballet, ça ne se fait pas. Pourquoi? De quel droit? On a des paradigmes. On a des paradigmes et il faut les éliminer de plus en plus. Laisser le libre choix à l'humain. Et beaucoup d'entrepreneurs vont nous dire, dès ma plus tendre enfance, oui, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Je voulais être un grand cuisinier. Oui, oui, je voulais être un designer, je voulais être, je sais pas, c'est pas même important. Un politicien, mais absolument. Je voulais être un aide sociale, je voulais devenir infirmière. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on s'accomplisse dans ce que nous, là où nous nous retrouverons. Et j'ose dire des fois à mes étudiants, c'est vos parents qui, bien souvent, ont choisi votre parcours universitaire, malheureusement. Tout à fait. Tout à fait. Dans beaucoup de pays, l'immigration aujourd'hui est présente, qu'on soit en Europe, qu'on soit au Québec, au Canada en particulier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer si c'est plus facile pour un immigrant peut-être d'entreprendre ou au contraire, il y a des embûches, des obstacles pour entreprendre? Je commencerai par dire que d'être un immigrant ou un émigrant, c'est déjà un énorme obstacle. Il faut tout réapprendre. Il faut réapprendre à manger, à s'habiller, à parler, tout à fait, à communiquer de différentes façons. Il faut certainement faire valoir aussi sa différence, mais… Donc ça nous rend curieux. Ça nous rend curieux. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la force de bien des immigrants. Je disais tantôt, j'ai passé ma vie à être curieuse, mais de la bonne façon. Je n'irai pas fouiller dans vos poches ni dans votre sac, au contraire d'ailleurs. Mais la curiosité de la compréhension des choses, en fin de compte de l'éducation, mais pas de l'éducation juste académique, de son éducation. Quand on me dit « ça c'est blanc », ben, je vais poser la question « pourquoi ?» Et je vais essayer d'aller chercher la réponse de multiples façons. Alors, pour un immigrant, je dirais qu'en ajoutant à ces obstacles-là, l'obstacle de l'arrivée, de se trouver son nid, hein, de trouver sa chaise, d'être confortable, il faut apprendre aussi à faire des affaires, parce que nous sommes en Amérique du Nord, qu'on le veuille ou non. Oui, nous sommes au Québec, avec une mentalité, une culture, avec une langue parlée qui est le français, mais nous sommes entourés de gens qui sont très business aussi. Alors, il y a différentes façons de faire des affaires. Et ça, c'est tout un apprentissage. Un apprentissage à faire sa différence. Si je me prenais comme exemple, encore une fois, je dirais que dans mon entreprise, c'est volontaire, c'est arrivé comme ça au départ, mais j'appellerais ça les Nations Unies. Hein, j'ai plusieurs nationalités, j'ai aussi une multitude de générations, donc les échanges générationnels, intergénérationnels, et ce que ça a donné, c'est justement une entreprise qui est en croissance constante parce que je puise dans cette différence, dans ces façons différentes de voir et de percevoir les choses. C'est un puits inestimable de connaissances. Alors, c'est pas important pour moi l'âge que cette personne est là. Vraiment, je recrute des gens qui ont 24 ans et je recrute des gens qui ont 56 ans. C'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'ils ont à apporter, je dirais, à la mission de cette entreprise pour qu'elle puisse évoluer dans le bon sens, peut-être plus rapidement,
peut-être avec d'autres visions, avec d'autres expériences. Alors oui, il est important de laisser la place à cet immigrant parce que il va définitivement apporter sa couleur et son sens des choses qui va justement parce qu'aujourd'hui, en se retournant chez nous, bien la mondialisation a fait déjà son œuvre. Nous regardons et nous allons voir différentes générations, différentes cultures, et on ne peut plus faire fi à cela. Donc, les accueillir, les inculquer, les incorporer à notre quotidien va faire ensemble qu'on va devenir une puissance économique, et je dirais même socio-économique importante. On élargit le buffet. Absolument. Et on va aussi faire face à la mondialisation différemment, parce que si moi j'ai recruté des Chinois, je vais mieux comprendre la culture et je suis sûre qu'ils connaissent et c'est très, je dirais, tissé serré. Si j'ai un Russe, pareil, si, etc., etc. Donc, mon Dieu, des entreprises qui ont la capacité d'avoir 500 employés ou 1000, plus ils vont mixer autant le Québécois que l'Hindou, que le Pakistanais, que le Français, que l'Espagnol, et plus je vais m'ouvrir à des horizons qui vont faire que je vais probablement être beaucoup plus fort. Faire des connexions multiples. Totalement, totalement. Et puis le dernier point, c'est, en fin de compte, localement, je vais pouvoir m'adresser aussi à ces cultures. Alors qu'on parlait avant des Caucasiens et le reste, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je vais pouvoir faire des affaires avec des Italiens, avec des Grecs, avec des Chinois, avec des Russes, parce que j'ai des gens dans l'enceinte même de mon entreprise qui comprennent la façon de faire. Décoder un petit peu. Totalement. Aussi, et qui vont m'aider à évoluer en ce sens. Est-ce que tu vois une différence entre être entrepreneur femme ou être entrepreneur homme dans une démarche entrepreneuriale, surtout au démarrage? Bien, je commencerai par te dire qu'il n'y a pas de gêne à dire que être différent d'une femme, d'un homme. Je veux dire, on essaie de plus en plus aujourd'hui de mettre des gants quand on parle d'une femme ou de mettre des gants quand on veut parler des hommes. C'est devenu dérangeant et lourd à porter. C'est d'exprimer les choses avec respect. Alors, je vous dirais que oui, et pour la raison suivante. À la base, en tant qu'être humain, nous sommes différents. OK? Une femme n'est pas faite physiquement et physiologiquement qu'un homme. Elle ne réfléchit pas et elle ne pense pas et elle n'a pas les émotions comme un homme. Et tant mieux. Je parlais tantôt des différences générationnelles, des différences culturelles, mais c'est la même chose. Mais c'en est une, absolument. Une femme qui a 20 ans et un homme qui a 20 ans, ben vous verrez que nous ne pensons pas de la même façon, ne vont pas réagir de la même façon, que ce soit sur le plan des affaires que sur le plan personnel. Une femme qui a 35 ans et un homme qui a 35 ans ben, ne réagiront pas de la même façon devant un défi ou devant une solution ou devant un désir de créer quelque chose. Absolument pas. Mais c'est ça la beauté, c'est ça l'extraordinaire. Et moi, mais je dis, mais bravo, restons qui nous sommes. En fin de compte, acceptons-nous dans nos différences, autant culturelles que masculin ou féminin, femme ou homme. Justement, moi j'ai autant d'hommes que de femmes dans mon entreprise. C'est voulu. Parce qu'il y a un échange extraordinaire autour d'une table. Écoutez, je me délecte à chaque fois. Parce que là où pour lui, ça va être quelque chose de simple, pour elle, elle va essayer de comprendre les détails du détail, le risque, l'évaluation. Waouh! Alors c'est magique. Je dis souvent aux gens, les femmes ont peut-être une intuition beaucoup plus développée que les hommes. Alors c'est peut-être un préjugé de ma part. C'est pas un préjugé, c'est vrai que c'est ce que l'on dit et on l'a répété tellement que c'est devenu une vérité en soi. Mais je continue de croire que les hommes ont de l'intuition aussi et je ne sais pas si c'est plus ou moins. Je pense qu'ils ne l'expriment pas de la même façon parce que là aussi ça vient de la façon dont on a été élevé, c'est culturel. Lorsqu'on dit à un homme arrête, ça c'est des babioles de femmes, ou arrête, on ne pleure pas, un homme ne pleure pas, eh bien on tue cette intuition. En fin de compte, on l'étouffe. Alors je ne serais pas prête à dire qu'un homme n'a pas d'intuition, je suis prête à dire que la femme a vécu dans une façon, ou de façon
où elle a été élevée, culturellement, encore une fois, où on a laissé aller ou faire cette intuition-là. Et elle l'a développée, effectivement, l'intuition de savoir que l'enfant est malade, juste dans le regard. Mais c'est aussi le sens de l'observation. C'est le sens de la présence. La femme va être beaucoup plus enclin à observer, à écouter, à regarder. L'environnement est souvent plus proche, tout est de façon plus proche. Tout à fait. Et elle jongle avec plusieurs choses. Un homme est peut-être plus dans la problématique. Il est dans son truc, dans sa grotte. Il est dans son problème. Tant qu'il n'a pas trouvé la solution, rien autour n'existe. Il focus beaucoup plus. Mais est-ce que ça lui enlève le fait qu'il ait de l'intuition? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et d'ailleurs, je pourrais même dire que avec tous les personnes que je côtoie, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, j'oserais dire que les hommes s'ouvrent de plus en plus, qu'ils partagent cette sensibilité que j'appelle aussi de l'intuition. Il y en a que j'ai vu pleurer, même dans mes bras. Et je trouve ce moment magique, d'être capable d'oublier que je suis le président de ça et de revenir à l'être et de ne pas se préoccuper du jugement, peut-être parce qu'ils savent que je ne juge pas. Ça ne m'intéresse pas de juger. Puis je dis souvent qu'on est une meilleure personne et que ça ne nous enlève rien de nos intelligences ou de nos capacités d'être un excellent entrepreneur ou une excellente entrepreneuse, simplement en étant proche de ses émotions. Daniel, de plus en plus de gens ont remis en question ces fameux plans d'affaires, soi-disant, dans le sens que ça avait été souvent établi comme une planification de l'avenir avant de passer à l'action. On a eu un sujet là sur passer à l'action ou pas passer à l'action versus la réflexion. Et de plus en plus, ça de gens quand même remettent, et je suis une de ces personnes-là qui remettent de dire ce n'est pas qu'une question de planifier l'avenir, il faut le vivre. On va bâtir son projet jour après jour et s'adapter. Alors, ça serait quoi ta perception là, par rapport à des gens qui demandent encore des plans d'affaires sur 2 ans, 3 ans et même des fois on voit sur 5 ans? Faire un plan d'affaires aujourd'hui, je pense même que le terme devrait être changé. Okay? C'est un terme qui est, à mes yeux, à moi, révolu. Les plans quinquennaux qu'on connaissait avec les énormes entreprises que l'on connaissait. Il y a même des ministres du plan quinquennal. Tout à fait, imaginez. Hein? Alors, l'évolution des technologies, l'évolution des marchés, la mondialisation, les échanges de services et autres, je dirais l'évolution aussi chez l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat, fait en sorte que nous devons être de plus en plus flexibles, nous devons être de plus en plus prêts à regarder les choses et à s'adapter. On demande, alors je m'adresse en général à des financiers, quels qu'ils soient, conventionnels ou non, et je leur dis, vous demandez à un entrepreneur de savoir s'adapter. Mais vous, êtes-vous capable de vous adapter à cette évolution rapide qu'est le marché d'aujourd'hui, qu'est la vie d'aujourd'hui, en fin de compte, économiquement parlant? Je ne crois pas que vous avez évolué. Ils sont assez conservateurs. Vous êtes encore, et ils le sont, conservateurs. Alors, si j'ai quelque chose à dire, c'est oui, absolument, qu'il faut planifier. Mais je crois qu'aujourd'hui, de planifier sur un modèle simple, c'est quoi ma vision? C'est quoi la mission que je veux donner à cette entreprise? Parce qu'elle doit avoir une mission. D'abord, il faut que je la transmette autant à mes clients qu'à mes employés, qu'à mes fournisseurs. Il y a un devoir là-dedans. Et ça clarifie aussi ma façon à moi de pouvoir me positionner et de trouver ma cible. C'est comme ça qu'on détermine. Ensuite, si j'ai déterminé ma cible et que j'ai fait mes devoirs au niveau de la concurrence, que je sache de quoi je parle, à quoi je m'adresse, que je sache que sur 1 an, par exemple, je m'attends à développer ceci et voici de quelle façon. Mais c'est assez. Et que je commence à faire mes preuves, que je dise, voilà, je me suis mis dans l'action. Et le fameux test d'erreur et d'ajustement, eh bien, il est là. Mais par pitié, écoutez-les. Donnez-leur cette chance de dire, vous avez fait au moins vos devoirs, vous savez où vous allez, vous êtes consistant, vous avez
travailler pendant 12 heures par jour, pardon, 14 heures pour arriver à ça, je veux vous faire confiance parce que vous le méritez sur cette base-là, pas sur la base d'un quinquennal ou d'un triennal ou de ces chiffres mirobolants qui ne veulent plus rien dire. Parce que je ne sais pas, et je défie ces institutions même, avec tous les économistes que nous avons malheureusement, je défie aujourd'hui de dire ce qui va se passer sur le plan mondial dans une semaine. Complètement. Alors, comment ose-t-on bloquer, parce que c'est ça qu'on fait, bloquer un entrepreneur qui probablement, possiblement, a une idée ou un produit, ou il vient d'inventer quelque chose qui pourrait révolutionner dans une industrie ou un autre et apporter à son économie, ou même à une économie mondiale, quelque chose d'extraordinaire. De quel droit? C'est terminé. Et c'est pour ça que je dis, je souhaite toucher justement le cœur, mais la tête aussi, de ces gens qui nous accompagnent, parce qu'on a besoin d'eux, mais qu'ils nous accompagnent de façon différente, avec peut-être un petit peu plus de cœur, un petit peu plus d'intuition, un petit peu plus de ressenti, un petit peu plus de... Je m'excuse. Je t'observe, je t'ai écouté et je t'ai entendu. Et j'ai même connu des banquiers qui m'ont dit à un moment, notre institution nous demandait certaines choses, mais on regardait le petit éclat dans les yeux de notre interlocuteur. C'est ça qui compte. Mais ils n'osent pas trop le dire. Oui, mais il faut le dire. Parce que s'il y en a un qui se soulève, il y en aura d'autres qui vont changer le cours des choses. Ça prend toujours un qui fasse les choses différemment. Sans vouloir te piéger, quand tu as lancé ton fameux gant, est-ce que tu avais fait des plans quinquennaux? Pas du tout. Pas du tout. J'ai fait un plan qui me permet de dire c'est quoi, c'est pourquoi, à qui je veux aller le vendre et comment. Et voici ce que ça me prend, mais voici ce que je vais, en fin de compte, en retirer. Hein, mon retour sur mon investissement ou sur l'investissement. C'est tout. Ça s'est résumé à ça. Ça s'est vraiment résumé à ça. Alors, m'amuser à faire des plans à n'en plus finir, non. M'amuser à faire un plan où je suis capable d'aller négocier avec un banquier ou avec un prêteur conventionnel ou pas, ou à risque, ou même négocier avec un fournisseur, ça je sais faire. Et savoir lui faire comprendre pourquoi, comment, quel est le potentiel du marché, ça il faut savoir. Parce que sinon on s'en va à l'aveuglette. Et ça c'est pas bon. Nous avons un prof à HEC qui vient d'écrire un livre, Jean-François Wallet, de dire « Entreprendre, c'est la quête du bonheur ». Qu'aurais-tu à me dire sur ça? Waouh! Entreprendre, c'est la quête du bonheur. Pour certains, j'espère que oui. Parce que je crois que entreprendre, c'est en fin de compte le prolongement de soi. C'est nos rêves, nos joies, nos peines, nos apprentissages, nos découvertes et nos façons aussi de grandir. Alors, entreprendre peut te faire découvrir bien des facettes de ton toi que tu ne connaissais pas, mais auxquelles tu n'as jamais pensé. Et ça va t'obliger, en fin de compte, à soulever chaque pierre, à découvrir chaque chose et à savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Qui tu es en bout de ligne, c'est magique. Alors je dirais, je ne sais pas si c'est le bonheur, mais je crois que lorsque l'on choisit de poursuivre une voie, qu'elle soit d'entreprendre ou pas, et puisqu'on parle d'entreprendre, donc on va s'y reconnaître, c'est définitivement un retour de bonheur, de joie, parce que tout ce qui se fait à contre-courant, avec de la hargne, avec du désespoir, avec de la méchanceté, dans la négativité, d'abord n'atteint jamais sa cible, à part une seule cible, c'est le soi, et il te détruit. Quelqu'un qui entreprend pour les bonnes raisons, qui lui sont propres, pas pour l'autre, pour soi, ne peut que être heureux. Parce que s'il est heureux,
son entourage va être heureux. Donc on va rayonner aussi autour de soi. Ses enfants, ses conjoints, ses amis, complètement, même ses clients, même ses fournisseurs. Et c'est là où on devient de plus en plus fort parce qu'on est là où on doit être, au moment où on doit être, pour ce qu'on doit faire. Parce qu'en fin de compte, on s'accomplit. Et il n'y a pas de fin non plus. Jamais. C'est pour ça que j'ai utilisé quête du bonheur dans le sens, il n'y a pas de fin. On est dans l'accomplissement quotidien. On est dans la découverte quotidienne. On est dans le « je grandis ». C'est ça. Et je vais continuer de grandir. Si la vie me le permettra, même à 90 ans, je vais encore découvrir. Je dis tous les jours. Vous savez ce que je fais? Tous les jours, je me pose la question. C'est vrai. Avant de finir ma nuit, enfin ma soirée, je me dis, est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui? Et est-ce que j'ai participé à changer le cours d'une chose aujourd'hui? C'est ma quête à moi quotidienne. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à vous.